Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le recteur Alain Bouvier, qui est actuellement professeur associé à l'Université de Sherbrooke, rédacteur en chef de la Revue internationale d'éducation de Sèvres, et qui va nous parler ce soir d'un sujet brûlant, numérique et crise sanitaire, creuset d'une autre école encore à créer. Donc, Monsieur Bouvier, c'est à vous. Donc, vous pouvez, dans tous les cas, parler pendant 45 minutes et nous allons prévoir ensuite un temps d'échange donc à la fin de votre conférence. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir ainsi sollicité. Je suis très honoré d'être en contact avec vous et de savoir que nous avons des participants d'un certain nombre de pays. J'en connais plusieurs et j'en conserve d'excellents souvenirs. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, non seulement il est d'actualité, mais c'est un sujet qui est clairement international. Et puisque nous avons des participants qui sont géographiquement positionnés dans des pays différents, par rapport à ce que je vais vous dire maintenant, chacun pourra penser à son propre pays et mettre derrière mes propos des exemples concrets qui correspondront à son milieu professionnel. Je crois que certains parlent aujourd'hui d'une rupture violente pour les systèmes scolaires. Oui, le terme n'est pas excessif. Il y a quelque chose qui ressemble à une rupture. Restera à savoir dans quelle mesure cette rupture est durable ou ne l'est pas. J'en viendrai là tout à l'heure. Elle n'est pas si inattendue que cela. Certains le savent, j'avais en 2009 écrit 2 articles, dont un dans Le Monde, et j'avais à peu près décrit à cette époque-là ce qui arrive aujourd'hui. Il suffisait de réfléchir 5 minutes pour deviner ce qui était susceptible de nous arriver et qui effectivement nous arrive. Cette rupture est intéressante et importante pour nous car elle nous pousse à revisiter la forme scolaire, le métier d'enseignant, les liens avec les familles et le rôle de l'encadrement. Je vais vous proposer une sorte de valse en 3 temps. Premier temps, d'où partons-nous? Deuxième temps, où en sommes-nous dans la période actuelle? En 3 semaines, les choses avancent. Troisième temps, que faut-il construire maintenant dans une relative urgence? Le but, me semble-t-il, c'est de faire de cette crise sanitaire une opportunité pédagogique. Je vais donc distinguer l'école d'avant la crise, l'école actuelle, celle pendant la crise, pour en venir à l'école à construire dès à présent. L'école d'avant la crise. Nous partons d'un système éducatif qui juxtapose 3 registres distincts, le formel, le non formel, l'informel. Dire cela, c'est une banalité, mais nous allons voir que ça mérite d'être regardé de près. Ils sont simplement juxtaposés. C'est une simple juxtaposition. Le système formel, c'est l'école que nous connaissons, avec ses programmes officiels, son organisation qui n'a pratiquement pas bougé depuis le 19e siècle, et ce que les sociologues de l'éducation, Jean-Marie ne dirait pas le contraire, est qualifié de forme scolaire. Le non formel, lui, est très conséquent. Il comprend ce qu'on nomme aujourd'hui les tiers-lieux éducatifs, les associations, les ONG, des organismes internationaux, dans certains pays l'école de la rue, les officines privées,
la shadow education qui nous est arrivée d'Asie, mais qui a complètement envahi toute l'Europe et la France particulièrement, Internet payant, Internet gratuit. Et l'informel, eh bien l'informel, il est informel. Il est sans visée éducative explicite. Et néanmoins, à sa façon, il contribue à l'éducation. Ça concerne la télévision, ça concerne aussi Internet, mais également toutes les publicités, les festivals de musique, de théâtre, les entraînements de sport collectif. Formel, informel, non formel, tout cela c'est un vaste ensemble, éducatif et particulièrement baroque. Il n'y a aucune coordination, aucune cohérence. Les enseignants, ils maîtrisent le formel, tant bien que mal. Et ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent au formel. Et tout le reste est abandonné au hasard et un peu seulement aux parents. Il ne faut donc pas s'étonner quand les résultats des systèmes scolaires ne sont pas excellents. On pourrait presque dire que quand ils sont bons, ça tient un peu du miracle. Alors, où en sommes-nous pendant cette crise? La rupture tient au fait que le formel est aujourd'hui assuré hors de l'école. C'est ça la rupture. Le formel est assuré hors de l'école. C'est l'école à la maison, l'école à distance, avec le libre appui des ressources d'Internet et de toutes les officines privées et des parents. Malgré l'action des pouvoirs publics dans les différents pays, l'école est entre les mains des parents et du marché scolaire. Une série de problèmes révélateurs des pratiques pédagogiques passées et actuelles sont à noter. Il y a d'abord les liens à maintenir avec les élèves et les parents. On parle parfois de continuité pédagogique. Ces liens sont tout sauf évidents. Il y a un très grand risque de décrochage. D'après les chiffres français qui sont sans doute sous-estimés, ça concerne déjà 1 million d'élèves. Une difficile gestion du temps pédagogique, en particulier avec des parents qui, par définition, ne sont pas des pédagogues. Les besoins d'aide méthodologique nécessaires pour les parents et nécessaires pour les élèves. Le besoin de feedback pour les élèves qui essayent d'avancer et ont besoin de savoir où ils en sont. Des besoins d'appui aux enseignants qui jusqu'à présent n'ont pas pratiqué ce type de travail, ont peu fait de travail collaboratif et encore moins de travail collaboratif à distance. L'évaluation des apprentissages des élèves, qui prend une dimension tout autre, les certifications et la question des examens. Et pour la France, c'est une petite révolution qui est décidée pour cette année. Et en réalité, par rapport à toutes les questions et les remarques que je viens de faire, vous en conviendrez avec moi, j'imagine, rien n'est réglé. Rien n'est réglé. La place des parents est devenue centrale. Pour la France, c'est une première. Il y a en plus de très grandes différences d'un élève à un autre. Les équipements matériels et culturels des familles ne sont pas les mêmes. Et du coup, cette période accentue de façon considérable les écarts entre les élèves. Et pour la France, nous le savons bien, PISA est là pour nous le rappeler cruellement, ils sont considérables. Dans d'autres pays aussi. Il y a une insuffisante communication chez nous entre professeurs et parents d'élèves.
qui porte plutôt sur l'accessoire que sur l'essentiel, et qui en général jusqu'à présent esquivait le pédagogique. Alors, troisième point, que faut-il construire dès à présent, avant la fin de cette crise, même si on ne sait pas quand elle se terminera? Peut-on dresser quelques étapes, avoir une certaine idée d'un calendrier global? Ça serait bien indispensable. Certains disent le contraire de ce que je vais affirmer, mais je crois que rien ne sera plus comme avant, pour 4 raisons. Premièrement, les élèves auront investi certaines formes d'autonomie et ils auront découvert empiriquement la diversité des ressources qui viennent des pouvoirs publics et du marché. Deuxième raison, les parents se seront impliqués, plus ou moins bien sûr, mais ils se seront impliqués sur le registre pédagogique qu'ils auront découvert, et qu'ils auront découvert dans sa complexité. Ils discernent mieux d'ailleurs en quoi consiste le métier d'enseignant. Troisième raison, les enseignants auront pratiqué massivement de l'accompagnement individuel. Ils savent faire cours, ils ont été très bien formés pour faire cours, mais là c'est tout autre chose qu'on leur demande, même si des classes virtuelles sont possibles, en réalité ils en pratiquent très peu, en gros 15% des enseignants le font, sinon ils pratiquent des formes d'accompagnement individuel de façon massive, et c'est une grande nouveauté pour eux. Enfin, quatrième raison, eh bien, le marché scolaire que j'ai déjà évoqué plusieurs fois se sera beaucoup développé pendant cette période et sera économiquement plus puissant. Il voudra donc continuer sur sa lancée. Je crois que l'uniformité formelle à laquelle les Français tiennent tant, historiquement, pour leur système éducatif, va être sérieusement, elle est sérieusement et elle sera sérieusement remise en question. Cela veut dire que pour les personnes qui ont quelques responsabilités dans l'organisation des systèmes éducatifs, que ce soit au niveau macro du système d'un pays ou que ce soit au niveau du terrain et des établissements, ils vont avoir à construire des systèmes nouveaux, hybrides, jouant sur ce qui se fait ou peut se faire en présentiel et se fait ou peut se faire à distance. Bien entendu, ce qui sera construit sera directement tributaire du contexte local, de l'environnement propre à chaque établissement. Et la première question que nous avons devant nous, sur laquelle nous ne sommes pas pour l'instant très performants, c'est d'apprendre à mieux mixer l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. Il y a des expériences, mais elles relèvent plus de la formation continue d'adultes que de la formation initiale. Un peu dans le supérieur quand même. La nouvelle école, elle est donc à construire avec des liens très forts, ce sera la grande nouveauté, entre l'école et les parents. Et le cœur du réacteur, c'est, et ce sera, la pédagogie que tout le monde aura découvert pendant cette période.
Il s'agit donc de passer de la simple juxtaposition des systèmes formels, non formels, informels, à distance, présentiels, etc., de la simple juxtaposition à de la réelle collaboration entre les différentes parties prenantes. Dès à présent, il faut donc préparer la suite de cette rupture, d'autant plus qu'un certain nombre de personnes rêvent qu'il y ait un simple retour à l'identique une fois la crise passée. Donc il faut la préparer dès à présent, ce qui veut dire prévoir les prochaines étapes. C'est un magnifique challenge, passer de l'école du 19e siècle à l'école du 21e siècle. Faire un saut de 2 siècles. Inventer la nouvelle forme scolaire. C'est donc un défi considérable et je le mets sur notre table commune. Merci de l'attention que vous m'avez accordée et maintenant je suis ouvert à toutes vos remarques et à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Bouvier. Merci pour cette analyse très éclairante de la situation actuelle. Alors, je vois que nos amis d'Égypte, de Libye et du Maroc nous ont rejoints. Il y avait eu, je crois, des problèmes avec certains mails. Voilà, donc nous avons un temps maintenant d'échange avec Monsieur Bouvier. Donc, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Je vous écoute. Et alors, oui, voilà. Marie-Jeanne, soit tu... Alors, oui, alors je crois que je peux remettre les micros pour tous. Alors, voilà, activer les muets. Voilà, tout le monde a la parole normalement. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez à Monsieur Bouvier. Nous avons un petit peu de temps pour cela. Et si possible, en me disant qui parle et d'où. Voilà. Quelqu'un veut poser une question? Moi, je veux bien. Donc, Solène Talon, moi, je suis responsable partenariat dans un lycée privé à côté de Bordeaux. Ferme peut-être. Parle en même temps. Alors, écoutez, je remets simplement les micros de Solène, de Viviane, et puis de Monsieur Bouvier. Voilà, activé, Jean-Marie, voilà. Voilà, donc je crois, Solène, que tu peux maintenant parler. Voilà, c'est à toi. Je disais, excusez-moi, bon, déjà, merci beaucoup de nous offrir ce temps de réflexion tous ensemble. Donc, Solène Talon, donc, je travaille dans un lycée privé au nord de Bordeaux. Je suis responsable des partenariats et un peu de la formation à tous les outils informatiques, dire tout ce qui tourne autour de l'innovation pédagogique. Par rapport à vos réflexions, donc on est vraiment dans des réflexions pour l'avenir, mais comment vous imaginez le système scolaire? C'est-à-dire un temps davantage partagé entre du présentiel dans les établissements et davantage de temps à la maison avec une autonomie drivée, quoi. Oui, je crois que c'est ce que nous avons à préparer, c'est-à-dire que d'ores et déjà, les élèves mènent un certain nombre, à leur initiative ou à l'initiative des parents, mènent un certain nombre d'activités à côté de l'école, en dehors de l'école, et relativement peu liées à ce qui se fait à l'école. Un peu seulement, mais pas énormément. Davantage dans les classes pour les classes d'examen. Alors, l'évolution que je vois, c'est que ces activités gagneraient à être davantage connues des enseignants qui, pour l'instant, la plupart du temps, ignorent et ne cherchent pas à savoir ce que les élèves font à la maison ou ailleurs, dans les associations, dans un certain nombre d'endroits propices à les faire travailler ou alors me faire mener des activités culturelles, éventuellement sportives. Donc, tout cela, les enseignants ne cherchent pas trop à le connaître. Comme ils ne le connaissent pas, ils n'ont aucune chance que l'articulation se fasse. Ou si elle se fait,
elle se fait un peu grâce aux parents d'élèves quand on est dans des familles où le niveau culturel des familles permet aux parents d'accompagner les enfants pour que des liens se fassent entre ces registres complètement différents. Voilà, donc je crois que là, il y a un enjeu très très fort. Personne n'y perdra. Les enseignants ont peur d'y perdre leur âme ou d'y perdre leur métier. Non, c'est une vue bien plus large de leur métier présent et futur. Et moi, je prends des notes en même temps. Merci beaucoup, Monsieur Bouvier. Oui, Isabelle, vous aviez d'autres questions ou bien Monsieur Bouvier a totalement répondu à votre question? Oui, c'est Solène, hein, pas Isabelle. Pardon. Solène Talon. C'est pour ça qu'au début, je n'ai pas salué, excusez-moi. Non, c'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Bouvier? Moi, j'en aurais une, Monsieur Bouvier, pour ce que vous disiez sur la formation des adultes, où ces pratiques existent déjà. Et effectivement, vous disiez que le transfert ne se fait pas et qu'on ne reprend pas au niveau scolaire ce qui se fait dans la formation des adultes. Que verriez-vous comme pratique de la formation des adultes qui vous paraissent intéressantes à utiliser à l'heure actuelle dans cette situation inédite dans laquelle nous sommes et également pour la suite? Alors, je vois deux choses qui sont de nature relativement différente. Quand on travaille en formation d'adultes, et en particulier d'adultes très peu qualifiés, très faiblement qualifiés, l'essentiel du travail part de là où ils en sont, de leurs difficultés. Il est quasiment impossible de faire du frontal, il est quasiment impossible de faire la même chose avec de larges groupes. En réalité, sans le dire et sans employer ces termes, c'est un accompagnement permanent qui se fait en partant, en s'appuyant sur un certain nombre d'évaluations qu'on pourrait qualifier de formatives, d'évaluations liées sur les apprentissages afin de repérer ce qui est acquis, ce qui n'est pas et comment faire évoluer vers quelque chose qui serait plus satisfaisant. Donc ça, c'est quelque chose qui est l'essence même de la formation des adultes, en particulier des adultes très très peu qualifiés. Alors après, quand on fait de la formation continue d'adultes au niveau du supérieur, où nous arrivent par exemple des techniciens qui veulent devenir ingénieurs, etc., les problématiques sont un peu différentes, mais quand même le point de départ reste bien l'apprenant. Ce n'est pas un terme que j'emploie souvent, mais je vais l'employer là, l'apprenant dans ce qu'il attend, dans ce qu'il est venu chercher par rapport à là où il en est, même si là où il en est, ça n'a aucun rapport avec tous les autres qui sont assis à côté de lui. Donc c'est ça qui me semble important, une très forte différenciation, diversification, la reconnaissance de la singularité de chacun. Voilà, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, là je me réfère à ce que nous faisons à l'heure actuelle dans des masters. Quand on s'adresse à des gens qui sont très occupés, dont l'emploi du temps est extrêmement plein, plus ils contrôlent l'emploi du temps des autres, moins ils contrôlent le leur, c'est un grand classique. Donc, il faut arriver à minimiser au maximum les temps de déplacement, voire les temps de formation en présentiel. Et on peut dire depuis une petite dizaine d'années, les masters sur à peu près tous les sujets dans à peu près toutes les universités sont devenus des masters professionnels qui ont intégré progressivement des éléments à distance. Et comme ces éléments à distance ont été régulièrement appréciés, pour ne pas dire plébiscités par nos étudiants qui ont facilement 55 ans, mais qui sont nos étudiants, ils demandent plutôt à ce qu'il y en ait davantage et que la liaison entre le présentiel et le à distance soit
plus importante et davantage réfléchie. On a démarré, je crois il y a 10 ans, on a démarré par faire de la juxtaposition. Jean Duchesne qui est là, qui était présent à mes côtés quand on a à l'ESN créé le Master Mados par exemple, il confirmera ce que je viens de dire. Au départ, ça a été une simple juxtaposition, mais ça n'a pas duré. D'année en année, on est passé d'une juxtaposition à quelque chose de construit, de réfléchi. Eh bien, je crois, pour en venir cette fois-ci à la formation initiale, à ce que nous faisons avec nos élèves, que sur le terrain, au plus près des établissements, je fais un pari sur l'intelligence collective des établissements. Au plus près des établissements, il y aura une volonté que les activités que mènent les élèves hors l'école et dans l'école, donc on va considérer que le hors l'école sera de l'enseignement à distance, que ces activités-là soient davantage articulées. Ça va se faire, je pense, progressivement et de façon naturelle, sauf que, et en France, on n'aime pas ça, évidemment, certains établissements le feront très vite et beaucoup, d'autres traîneront, d'autres résisteront, d'autres empêcheront même que ça se fasse, mais ça va se faire, ça va se faire. Bonjour Monsieur Bouvier, je suis Marie-Jeanne Spiteri, donc je suis le porteur du projet Ange et je travaille en étroite collaboration avec Viviane de Briezer, avec Jean-Marie et avec Jean. Alors moi, j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la grande nouveauté pour les enseignants, c'est qu'ils ont dû pratiquer l'accompagnement personnalisé et qu'ils n'étaient pas forcément formés pour cet accompagnement personnalisé à distance. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, il faudrait peut-être revoir les compétences des enseignants pour qu'ils puissent faire face à ce défi qui est l'accompagnement personnalisé qui engage un changement de posture des enseignants? À travers l'accompagnement massif, en réalité, et c'est le point sensible, c'est celui qu'un certain nombre de personnes refusent, c'est une évolution des enseignants vers un nouveau métier. C'est vraiment un nouveau métier. Notre modèle, et j'étais formé comme ça, donc ce modèle, je l'ai beaucoup aimé, c'est celui du grand prof qui, dans son grand amphi, délivre son grand message à un public très sage, qui écoute sagement, qui prend des notes et qui, à la fin, pose une question polie. C'est ça notre modèle. Et la forme scolaire, au niveau du scolaire, a reproduit à son échelle ce modèle-là. Bien évidemment, on a tous compris qu'il est en fin de course, qu'il a montré ses limites, c'est autre chose dont on a besoin. Et cet accompagnement massif qui traduit en fait un nouveau métier d'enseignant, ça suppose, vous l'avez implicitement dit madame, ça suppose une nouvelle formation initiale et une nouvelle formation continue. Pour la formation initiale, il faudra en reparler. Elle est en évolution chez nous et je pense qu'il y aurait beaucoup à en dire encore, mais évolution également de la formation continue, c'est-à-dire que c'est de développement professionnel dont les enseignants ont besoin, qu'ils puissent apprendre de leur métier, qu'ils puissent apprendre collectivement, qu'ils puissent apprendre de leurs pairs, qu'ils puissent apprendre en faisant et en accompagnant, et que nous mettions à leur disposition des ressources pour cela, des ressources humaines et des ressources d'autres types. Les outils sont pas anodins. En ce moment, il se trouve que je travaille beaucoup à distance avec des groupes différents qui n'utilisent pas les mêmes outils. Donc, je me rends compte que ces outils sont plus ou moins performants, plus ou moins agréables. Ça mériterait une réflexion, avec une difficulté que nous aurons entre nous. En France, c'est absolument sûr. Il y aura des débats idéologiques pour savoir faut-il utiliser uniquement des outils qui seraient mis à la disposition
du milieu enseignant par les pouvoirs publics, État et collectivités territoriales, ou bien faut-il aussi faire appel à des outils venant des grandes entreprises internationales, Google et Microsoft et autres. Donc, il va y avoir des débats très forts là-dessus. Hier, j'ai eu une réunion qui était planifiée pour 3 heures. Quand nous la faisons à Paris, il nous faut 3 heures. Jean-Marie y a participé quelques fois. Il sait que nous ne sommes pas bavards, on cherche plutôt à être efficace. Mais habituellement, il nous faut 3 heures. Hier, nous étions 11, avec un outil d'ailleurs que je n'ai pas trouvé très bon. Mais malgré cela, nous étions ensemble, nous étions entre nous, nous étions contents de nous retrouver. Et en 1h30, le travail a été fait, à la satisfaction de tout le monde. Et il y avait une extraordinaire qualité d'écoute. Et pourtant, c'est un groupe qui s'écoute. Et bien là, il s'écoutait encore plus. Alors, quand on dit on a besoin du présentiel, je trouve que on fait comme si ça allait de soi. Demandons-nous bien qu'est-ce que l'on recherche aujourd'hui à travers le présentiel. Dans le fond, ce n'est pas évident du tout. On recherche certainement quelque chose, alors il faut maintenir du présentiel, mais ne nous trompons pas. Quand le travail à distance permet de faire plus vite, mieux, pourquoi s'en priver? Évidemment, j'apprécie comme toujours les exposés d'Alain qui sont d'une très grande clarté et d'une très grande lucidité. Un des aspects que tu n'as pas abordé directement, Alain, et que je constate beaucoup pour l'instant, c'est la plus grande souffrance des élèves qui sont confinés pour l'instant, c'est leur besoin de socialisation qui n'est pas accompli. Je me souviens d'une enquête auprès d'élèves décrocheurs, mais qui cependant allaient encore soit à l'école, soit en formation, non pas pour être formés, ça ne les intéressait pas du tout, mais simplement pour le plaisir d'être avec des amis, des copains. Et donc, j'ai apprécié que Alain parle justement, les enseignants ne connaissent guère à la fois les lieux de socialisation de leurs élèves et les lieux d'apprentissage non formel de leurs élèves. Et donc, la révolution que Alain annonce, me semble-t-il, avec raison, c'est à la fois de connaître sans doute les lieux d'apprentissage non formels, de savoir effectivement ce qu'on y apprend, de pouvoir aussi organiser des lieux de socialisation, et ça revient avec l'idée de présentiel. Quand on parle de présentiel, on pense presque exclusivement, en tout cas les enseignants, au présentiel en tant que lieu d'enseignement où l'enseignant et les élèves sont présents. Moi, je pense aussi qu'il faut penser à d'autres lieux de présentiel. La cour de récréation, par exemple, est un des lieux, les cours de récréation, le devant de la porte de l'école, etc., sont des lieux de socialisation extrêmement importants. Et donc, je me demande s'il ne faut pas organiser ces lieux de socialisation en dehors du temps d'enseignement proprement dit. Ça, c'est une première chose. Et je me demande si une tâche de l'école, par rapport à ces différents lieux d'apprentissage, ces différents lieux de socialisation, n'est pas un rôle qui a été trop souvent oublié par les enseignants, qui est la phase importante de l'apprentissage, qui est ce que les didacticiens appellent l'institutionnalisation, c'est-à-dire ce moment où on se rappelle les différentes démarches que l'on a faites, les différentes choses que l'on croit avoir abordées, que l'on croit connaître, et qui demande que, avec l'aide de l'enseignant, l'élève se construise
un tout cohérent, un concept, une notion, quelque chose d'important. Or, si, comme Alain le dit, on apprend non seulement à l'école, mais en dehors de l'école, eh bien, est-ce que la tâche de l'école ne serait pas aussi, et peut-être avant tout, cette phase d'aider les élèves à conceptualiser, à intégrer, à mettre en cohérence, à faire chaque fois un pas en avant sur ce qui a été appris dans les différents lieux d'apprentissage. Alors oui, je crois qu'il ne faut pas esquiver ce qu'on évoque, faute de mieux, en termes de besoin de socialisation. D'abord, là on ne l'a pas dit ni toi ni moi, mais on peut le dire maintenant, l'école a un certain rôle que je crois important et fondamental pour préparer le vivre ensemble, pour éduquer à notre société contemporaine qui perd un peu ses valeurs et dont les perspectives ne sont pas toujours très stimulantes. Donc je pense qu'il y a une dimension de socialisation concernant le vivre ensemble, l'éducation qui est tout à fait fondamentale. Mais il y a un point sur lequel je ne sais pas là si nous serons d'accord. Je me demande si les attentes des élèves concernant leurs attentes en termes de socialisation, est-ce que c'est à nous de l'organiser et de le prendre en charge, ou n'est-ce pas tout bêtement à eux de le faire? Parce que si on regarde ce qui se passe actuellement, beaucoup d'élèves, sans rien demander à personne, se sont organisés des groupes WhatsApp ou sur d'autres sites. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que de temps en temps, il arrive qu'ils signalent à un prof qu'ils ont un tel groupe et c'est eux qui proposent à un prof de se joindre à eux sur leur groupe WhatsApp. Alors, je ne sais pas si les profs le font, s'ils apprécient, mais les élèves sont aujourd'hui friands de socialisation et tout à fait capables, avec de multiples outils, de s'organiser ce qu'ils veulent. Sauf qu'à l'école, bien entendu, ce qu'on essaye de faciliter, c'est de la socialisation entre des groupes d'élèves qui spontanément ne communiqueraient pas entre eux. C'est ça qu'on essaye de réaliser. Il y a un autre point qu'on n'a pas énormément évoqué. Je ne sais pas ce qu'il en est en dehors de l'Hexagone, mais en France, les tiers-lieux se sont multipliés. C'est-à-dire que le rôle des associations est devenu considérable. Et après l'école, beaucoup d'élèves se retrouvent dans ces tiers-lieux. Au départ, il y a un prétexte de fournir des accompagnements aux devoirs, à la compréhension des cours, à des répétitions, etc., etc. On peut dire qu'il y a quelque chose qui est d'ordre cognitif, mais ces tiers-lieux aussi proposent des activités qui vont aller de la partie de football au morceau de musique et à la pièce, etc. Donc il y a des formes de socialisation qui se font aussi dans ces tiers-lieux et les gens les fréquentent parce qu'ils recherchent des formes de socialisation de ce type. C'est là où d'ailleurs ils découvrent que l'élève qui est assis à côté de moi et que je ne supportais pas, dans le fond, quand je fais de la musique avec lui, il est très sympathique. Voilà, donc ça me semble tout à fait essentiel. Mais franchement, s'il s'agit de, entre guillemets, vendre l'école au pouvoir public qui finance, est-ce qu'on peut leur dire il faut financer parce qu'il faut mettre de la socialisation, de la cour de récréation, etc. Là, je trouve que, sachant comment décident les décideurs et les pouvoirs publics, ils vont nous demander un peu plus. Voilà, donc c'est un sujet, je crois, qui est plus difficile qu'il n'y paraît.
Merci beaucoup, Monsieur Bouvier. Nous avons une question maintenant d'une collègue du Québec, Michel. Moi, ma question, ma préoccupation, en fait, c'est le clivage qu'il peut y avoir avec les étudiants qui sont plus faibles. Le clivage, hein? C'est bien le système actuellement quand on enseigne à distance, l'enseignement à distance ou les pratiques partagées qu'on a actuellement sont très bien dans la mesure où il y a une motivation, il y a un intérêt pour les études, ou pour la formation ou pour l'objet même de la discussion quand c'est des rencontres. Mais pour des étudiants qui ont peu d'intérêt, même si on a un environnement technologique favorable, c'est très facile, c'est encore plus facile, je pense, pour eux d'échapper à, en fait, d'avoir des avenues ou des issues pour se distraire beaucoup plus facilement. Puis en fait, ils sont moins repérables pour l'enseignant, j'ai le sentiment, à distance comme ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que actuellement, j'ai trois étudiants dans ma maison, on est en confinement. J'ai 3 étudiants très différents. J'en ai une qui est très, très motivée à l'école. Alors, elle est l'exemple, elle se réseaute, elle fait des réunions d'équipe. Elle exploite toutes les potentialités possibles de l'ordinateur. J'en ai une autre qui déteste l'école farouchement. Et là, c'est le rêve pour elle parce qu'elle est en classe, elle peut dire même elle fait comme ici plusieurs d'entre vous, là, elle ferme son écran, on ne la voit pas, l'enseignant ne le demande pas, et elle fait toutes sortes de choses sauf l'activité. Alors, moi, ma préoccupation, c'est ça, c'est que j'ai le sentiment que les pratiques à distance vont vont être comme d'habitude à l'école, en fait, va renforcer pour certaines élites, ça va fonctionner, pour d'autres, non. Puis j'ai pas le sentiment, en tout cas actuellement, qu'on se préoccupe beaucoup. La question de la motivation, elle m'apparaît très, 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 encore plus d'avant-plan avec à distance qu'avec en présentiel. Il y a 2 difficultés vis-à-vis de l'usage des outils à distance que vous devinez. La première, les familles ne sont pas à égalité de niveau économique. Et donc, certains élèves vont se trouver avec du matériel haut de gamme et tout ce qui va avec, éventuellement pouvant utiliser en simultané plusieurs ordinateurs, avoir une imprimante de qualité, etc., etc. Et puis, vous aurez des enfants où la famille a à peine un vieil ordinateur, et le vieil ordinateur étant à peine ou pas toujours connecté à Internet. Donc, c'est tout à fait exact. Il va y avoir, d'un point de vue économique, une grande diversité des situations et nous aurons à en tenir compte. Évidemment, c'est une réalité. Nous n'y pouvons rien, mais nous aurons à chercher comment tenir compte de cette situation. La deuxième, je vous l'avais un peu évoqué aussi, à distance et au sein de la famille. En fait, le à distance, la plupart du temps, c'est au sein de la famille. Les élèves ne seront pas à égalité d'aide potentielle de leur famille, pour des raisons qui peuvent être culturelles, de niveau d'études des parents, mais qui peuvent tenir tout bêtement à certaines familles qui n'ont pas envie, qui pourraient, intellectuellement qui pourraient, mais qui n'ont pas envie d'aider ou d'accompagner leurs enfants. Alors, quand elles ont des moyens financiers conséquents, elles sollicitent des aides supplémentaires de différentes façons, et c'est comme ça que la shadow education est si développée. Mais enfin, il y aura des différences considérables. Alors oui, je crois que les différences vont s'accroître. Les différences vont s'accroître. Mais faut-il pour autant interrompre le processus? Je ne crois pas. Il faut plutôt chercher comment nous pouvons prendre les problèmes un par un et apporter des éléments de solution successivement à chacun des 2 problèmes que l'on vient de relever. Bon, je crois, M. Bouvier, que vous avez répondu à toutes les questions de nos amis.
Merci beaucoup pour ces pistes très intéressantes que vous donnez, effectivement, qui sont à poursuivre, qui nous intéressent beaucoup pour nous également au sein du groupe Ange, parce que voilà, comme le disait voilà, Jean-Marie, comme le disait Marie-Jeanne, Michel, ce sont des questions que nous nous posons vraiment, qui vont changer à la fois les écoles, mais la gouvernance aussi dans les écoles. Donc, ce sont vraiment des sujets qui sont vraiment au centre de notre projet Ange. Un grand merci à vous. Et un grand merci pour les échanges également que nous avons eus avec tout le groupe. Et donc, à très bientôt, Monsieur Bouvier, alors avec vos articles. Et puis Merci. à tout le monde. Donc, la semaine prochaine, nous nous retrouvons également. Merci beaucoup.